Il y a dans les nombreuses histoires de disparitions inexpliquées une histoire que j'ai choisie, celle du Marie Céleste, le bateau fantôme de l'Atlantique. Tout un équipage qui disparaît du jour au lendemain. Ce mystère reste aujourd'hui sans réponse. On parle de mutinerie, d'assassinat ou encore d'ovnis. Laissez-moi tout vous raconter dans cette nouvelle édition des histoires paranormales. Océan Atlantique, 4 décembre 1872. Un dernier coup de rame et la chaloupe vient se glisser tout contre la coque du voilier dont les marins peuvent maintenant lire le nom peint en blanc. Marie Céleste. Malgré que la mer soit agitée, 2 des 3 canotiers, Olivier Deveau et John Wright, n'ont aucune peine à monter à son bord. Ils sont aussitôt pris d'un malaise. Il y a quelque chose d'anormal ici. Est-ce ce silence de mort ou l'état de délabrement du navire qui inquiète? Il est vrai que les marins sont des gens superstitieux, mais quand même. Lentement, comme s'ils craignaient de voir surgir une épouvantable menace, les hommes entreprennent d'explorer le Brigantin. Eh oh! Ohé! Lance Deveau, les mains en porte-voix. Rien. Le marin n'entend que le craquement des gréements et des voiles, en partie déployés, qui battent sous la brise légère. Après avoir inspecté le pont principal, les hommes se glissent dans le ventre de la bête. Tout est saturé d'eau, des vêtements rangés dans les malles, au matelas et à la literie. Dans les coursives, les portes des cabines restées ouvertes battent au rythme du navire qui tangue, et les entreponts sont plongés dans l'obscurité. Après avoir fait le tour du navire et visité une à une toutes les cabines, les 2 marins doivent se rendre à l'évidence. Il n'y a plus personne à bord du Marie Céleste. Je pense qu'il faudrait mieux retourner sur le Dei Gratia, laisse tomber le jeune John Wright, comme s'il pensait à voix haute. C'est vrai que les marins sont des gens superstitieux, mais le Marie Céleste lui donne des frissons. Pourquoi l'équipage a-t-il disparu? Pourquoi a-t-il abandonné le navire? Pourquoi le Marie Céleste? Le 4 décembre 1872, à quelques milliers de kilomètres des côtes espagnoles, un 3-mâts barque battant pavillon canadien, le Dei Gratia, croise le Marie Céleste, un navire de 32 mètres de long commandé par un certain Benjamin Spooner Briggs. Vu du Dei Gratia, le Marie Céleste semble en piteux état. Son clifoc et sa voile du mât de misaine, du moins ce qu'il en reste, sont déployés en pendant accrochés à leur gréement. Sur le pont, il n'y a personne. Le navire paraît abandonné. Le Marie Céleste n'en est pas à son premier incident inusité. Achevé en 1861 au chantier naval de Spencer Island, dans la baie de Fundy, le navire a d'abord été baptisé Amazon. C'était originalement un modeste brigantin de 30 mètres de long et d'un tonnage de 198 tonnes. Lors de son voyage inaugural de Spencer Island à Windsor en Nouvelle-Écosse, son capitaine Robert McLellan est mort d'une fièvre galopante. Un mauvais présage. Quelques mois plus tard, l'Amazon a heurté un barrage sur les côtes du Maine où il a failli sombrer. Ramené à Spencer Island pour y être réparé, le navire a lourdement été endommagé par un incendie allumé par accident. Remis en service, l'Amazon a éperonné un autre navire dans le détroit de Dover, qui relie le canal anglais à la mer du Nord. En 1867, il s'est échoué sur les rochers au large du Cap Breton. On l'a remis à flot et conduit de nouveau à Spencer Island où il a été entièrement restauré. Sa longueur a été portée à 31,4 mètres et son tonnage à 282 tonnes. Durant toutes ces pérégrinations, le navire, rebaptisé Marie Céleste, a changé de propriétaire à maintes reprises. Lorsque le Dei Gratia le croise en cet après-midi du 4 décembre 1872, il est la propriété de la James H. Winchester & Co. de New York, une petite entreprise de transport maritime. Le navire fait alors route vers Gênes, en Italie, où il doit livrer un chargement d'alcool. Pendant près d'1 heure, les hommes du Dei Gratia
observent le Marie Céleste qui se rapproche en zigzagant. Ils font des signaux et sonnent la cloche, mais le brigantin ne répond pas. Pour le capitaine du Dei Gratia, David Reed Morehouse, cette rencontre a quelque chose d'ironique. Non seulement il connaît bien le capitaine du navire moribond, Benjamin Briggs, mais il y a à peine quelques semaines, les deux navires étaient amarrés côte à côte dans le port de New York. Étrange coïncidence. Vers 15 h, alors que le Marie Céleste se trouve à moins de un quart de mile du Dei Gratia, Morehouse demande à 3 de ses hommes, dont son second, Olivier Deveau, de se rendre sur le Marie Céleste pour enquêter. Ce que les hommes y trouvent les laisse pantois. Le Marie Céleste est tout à fait désert, et en juger par le délabrement qui règne à son bord, son abandon doit remonter à plusieurs jours. Le roof et les entreponts sont inondés et la cale disparaît sous 1,5 mètre d'eau. Dans celle-ci, Deveau retrouve les 1700 barils d'alcool de la cargaison, principal fret du Marie Céleste, et des vivres pour au moins 6 mois. Sur le pont principal, de nombreux indices supposent qu'une activité fébrile, peut-être même une certaine panique, a précédé l'abandon du navire. Dans les cabines, les effets personnels des marins sont à leur place et la dernière inscription portée à l'ardoise du bord, retrouvée dans la cabine du capitaine, date du 25 novembre. L'unique canot de sauvetage du Marie Céleste était aussi manquant, explique Stanley T. Spicer, auteur de The Saga of the Marie Celeste. Et les instruments de navigation du capitaine, sextant, chronomètre et livres de navigation avaient également disparu. La trappe du pont principal, celle menant à la cale, était ouverte. Certaines voiles étaient encore déployées, et d'autres avaient simplement été emportées par le vent. Dans la cabine du capitaine, un lit d'enfant avait été utilisé peu de temps avant l'abandon, et toute la literie était humide. Les puits, les hublots et les portes des cabines étaient restées ouvertes. Dans la cuisine, le poêle était froid et la vaisselle propre rangée. Les pipes des marins étaient aussi bien à leur place. Or, à cette époque, aucun marin n'aurait quitté son bateau sans emporter sa pipe. C'était là un indice que l'abandon du navire avait dû se faire dans la hâte. Malgré le spectacle peu rassurant qu'offre le Marie Céleste, rien ne justifie qu'il ait été abandonné. Cette barque était capable de faire le tour du monde avec un bon équipage et de bonnes voiles, dira plus tard l'un des marins du Dei Gratia. Mais justement, pourquoi n'y a-t-il plus âme qui vive à bord? Quelle menace a bien pu pousser l'équipage, le capitaine Briggs, sa femme et leur fille de 2 ans, et 7 marins aguerris, à fuir à bord de l'unique canot de sauvetage du Marie Céleste? Mu par ses propres moyens, le navire est ramené à Gibraltar, où Morehouse et ses hommes espèrent toucher la prime de sauvetage. Mais les choses se compliquent. Dès son arrivée à quai, le Marie Céleste est placé sous séquestre par la vice-amirauté. Les autorités s'expliquent mal cette histoire. En coulisses, on parle d'une mutinerie qui aurait éclaté à bord du Marie Céleste, mais aucune trace de violence ne vient accréditer cette hypothèse. On évoque aussi un acte de piraterie, mais là encore, la présence de la cargaison, 1700 barils d'alcool brut d'une valeur de 37 000 $, rend invraisemblable ce scénario. Bref, on nage en plein mystère. Pendant plus de 3 mois, le navire sera gardé à quai. En mars 1873, le tribunal maritime accorde aux hommes de Dei Gratia une prime de 8 300 $ pour la récupération du Marie Céleste. Le vaisseau fantôme est alors remis à ses armateurs de New York, sans pour autant que les experts aient trouvé une explication à son abandon. Pendant des années, le Marie Céleste va continuer de bourlinguer à travers le monde. Partout où il fait relâche, il suscite la curiosité. Puis, le 3 janvier 1885, son nouveau maître, le capitaine Gilman C. Parker, le jette volontairement contre les récifs de Rochelet dans la baie de Gonave, en Haïti. Le Marie Céleste n'est plus alors qu'un vieux bateau vétuste que ses nouveaux armateurs ont assuré bien au-delà de sa valeur réelle. Mais, contre toute attente, le navire, perché sur ses récifs, met des semaines avant de sombrer, et l'arnaque est éventée. Le Marie Céleste termine ses jours dans cette même controverse qui aura marqué toute son histoire. Au fil des ans, la disparition de l'équipage du Marie Céleste va devenir plus grande, et surtout plus mystérieuse que nature. En janvier 1884, le magazine britannique Cornhills Magazine publie une nouvelle intitulée The Habakkuk
Jefferson Statement. Traduit, la déclaration de J. Habakkuk Jefferson. L'histoire est présentée comme un témoignage, celui d'un survivant du Marie Céleste, un navire retrouvé abandonné dans l'Atlantique. Le narrateur raconte que l'équipage parti de Boston à destination de Lisbonne aurait été assassiné par l'un des marins de race noire, un tueur en série du nom de Septimius Göring. D'après le récit, Göring détestait les Blancs, et c'est pourquoi il aurait égorgé tous les membres de l'équipage. Seul Habakkuk Jefferson aurait réussi à fuir en catimini sur l'un des canaux de sauvetage. Même si ce récit paraît dans un magazine qui ne publie que des œuvres de fiction, la déclaration de J. Habakkuk Jefferson devient vite l'explication officielle au mystère du Marie Céleste. Pourtant, l'histoire est jalonnée d'erreurs grossières. Dans la nouvelle du Cornhill Magazine, le nom du navire est erroné. Le Y de Marie devient IE. Son port d'attache est Boston au lieu de New York et sa destination Lisbonne au lieu de Gênes. L'auteur du récit, qui est en réalité nul autre que Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, y ajoute aussi des détails qui vont vite se substituer aux faits établis. Le cinéma va même reprendre cette version dans un film de 1935, mettant en vedette Bela Lugosi, le premier comte Dracula du cinéma, The Mystery of the Marie Celeste. Et comme si ce n'était pas suffisant, d'autres auteurs, eux aussi emportés par l'énigme du Marie Céleste, vont y ajouter des détails de leur crue. Les plats étaient encore chauds sur la table. Il n'y avait plus âme qui vive à bord, sauf un chat affamé. Pendant des générations, l'histoire du Marie Céleste va faire fantasmer les amateurs d'énigmes. Pourquoi l'équipage du Marie Céleste a-t-elle abandonné le navire? Et où se trouve exactement l'épave? À la première question, nous n'avons hélas que des hypothèses. Au XIXe siècle, reprend Stanley T. Spicer, il n'était pas rare de trouver des bateaux abandonnés dans l'Atlantique. D'après des statistiques établies par l'agence hydrographique américaine, uniquement dans les dernières décennies des années 1800, c'est une moyenne de 200 navires par année qui étaient retrouvés abandonnés. Dans ces cas, il s'agissait presque toujours de bateaux sérieusement endommagés et abandonnés par leur équipe qui craignait leur naufrage. Mais contre toute attente, ces navires n'ont pas sombré et ils ont été retrouvés abandonnés. À l'autre extrémité, il y a eu, à la même époque, pas moins de 100 navires sortis des chantiers de la baie de Fundy, là où a été construit le Marie Céleste, qui ont disparu sans laisser de traces. Et entre ces deux extrémités, il y a eu le Marie Céleste, un navire retrouvé en parfait état de naviguer, mais complètement abandonné de son équipage. À son bord, on n'a trouvé que très peu d'indices sur ce qui a pu se passer et sur le sort de son équipage. L'hypothèse la plus vraisemblable accuse la cargaison du Marie Céleste. Le capitaine Briggs aurait négligé de faire aérer la cale où étaient entreposés les 1700 barils d'alcool brut. Or, sous la chaleur des tropiques, l'alcool aurait laissé échapper des vapeurs excessivement toxiques. Les experts supposent qu'en ouvrant la trappe menant à la cale, les hommes du Marie Céleste ont été surpris par ces vapeurs qui rapidement se sont répandues sur tout le navire. Briggs aurait alors décidé de faire monter tout l'équipage, incluant sa femme et sa fille, dans le canot de sauvetage qu'il aurait arrimé au Marie Céleste, en utilisant les longs cordages des voiles. Son idée était de placer la yole à la remorque du Marie Céleste le temps que le navire se débarrasse de ses vapeurs d'alcool, mais le cap se serait détaché ou brisé. Sans amarre, dans leur frêle esquive, les marins auraient été vite distancés par le Marie Céleste. Bien sûr, rien ne prouve que cette hypothèse soit la bonne, mais elle vaut bien toutes les autres histoires des monstres marins, de pirates ou même d'extraterrestres proposées jusqu'à maintenant pour expliquer l'énigme du Marie Céleste. Par contre, pour ce qui a trait à la localisation de l'épave, nous avons des réponses plus précises. En 2001, une équipe de plongeurs professionnels de la NUMA, National Underwater Marines Agency, a annoncé avoir découvert l'épave du Marie Céleste. Celle-ci était exactement là où les registres de l'époque l'avaient située, au pied d'un massif de corail sur la côte ouest d'Haïti. Les plongeurs de la NUMA, chapeautés par Econova, une société de la Nouvelle-Écosse spécialisée dans la production de documentaires, n'ont malheureusement retrouvé qu'un vague squelette. Apparemment, les eaux chaudes des Caraïbes ont entraîné une détérioration accélérée des matériaux, tant et si bien que même les pêcheurs haïtiens ignoraient qu'une épave gisait au fond de la baie, à moins de 10 mètres de profondeur. L'épave se trouve aujourd'hui sur un fond corallien, pas très loin de Port-au-Prince, au pied des récifs de Rochelet.
explique John Davis, plongeur et producteur de la série The Sea Hunter. Elle est complètement recouverte de corail. Il n'en reste que très peu de choses. À l'époque, le navire s'est échoué sur ces récifs où il est resté perché pendant des semaines. Les Haïtiens l'ont finalement incendié et le bateau s'est consumé jusqu'à la ligne de flottaison. La partie immergée s'est vite recouverte de corail, tant et si bien que l'épave n'est plus vraiment visible. Nous l'avons d'ailleurs redécouverte, non pas en utilisant un sonar latéral, comme cela se fait généralement dans ce genre de recherche, mais en déplaçant un magnétomètre au-dessus des hauts fonds. On espérait trouver des débris de métal provenant de l'épave. Et cette initiative a porté ses fruits. Nous avons ramené du site de l'épave de nombreux morceaux de bois et de pierres de ballast. Même si les registres ne mentionnent qu'un seul naufrage sur les récifs de Rochelet, celui du Marie Céleste, nous souhaitions obtenir des preuves plus formelles quant à l'identité de notre épave. Le Marie Céleste a été conduit en Nouvelle-Écosse et ses constructeurs ont utilisé un bois très distinctif pour sa carène, du bouleau jaune. Le navire a aussi été restauré à New York avec du pin blanc. La découverte sur un même site d'épave de ces deux types de bois très distinctifs était pour nous la preuve définitive qu'il s'agissait bel et bien du Marie Céleste. Qui aurait pu imaginer une meilleure sépulture pour le Marie Céleste? Son histoire a été marquée par le destin, le mort et le mystère. Dès le début, certains ont prétendu que le Marie Céleste était maudit. Et c'est dans les eaux qui baignent Haïti, une île où règne le mystère et le vaudou, qu'il a trouvé son dernier repos. J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter pour donner vos avis sur les possibles améliorations que nous pouvons apporter à ce concept. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode des histoires paranormales.